Guy Tessier, bonjour, bienvenue Bonjour. dans Carnet de campagne. Alors, je vais un petit peu vous présenter, mais bon, est-ce qu'on doit encore vous présenter, dirais-je? Vous êtes député depuis 1993, c'est ça? Eh bien De la ça. 6e circonscription. Vous êtes depuis 1983 conseiller municipal, vous êtes conseiller de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Jusqu'en 2015, eh bien, vous avez été président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Alors vous allez vous retrouver, parce que bon, c'est un jeu de questions-réponses, le format est de 15 minutes, donc on va tac 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 y aller vite. Ne vous inquiétez pas si je vous coupe. Alors, vous vous présentez dans cette 6e circonscription. Alors face à vous, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a une tonne, il y en a pléthore, comme on dit. Vous avez Éléonore Leprêtre pour La République En Marche. Vous avez Éléonore, encore une Éléonore Bèze, mais ça c'est pour le Front National. Vous avez Hervé Manchon pour le Parti Socialiste, mais aussi EELV, et notamment pour la France Insoumise. Annie Gall. Alors, c'est une circonscription, bien évidemment, que vous connaissez bien, je l'ai déjà dit, vous êtes député de cette circonscription depuis 1993. Comment l'avez-vous vu évoluer, cette circonscription? Écoutez, d'abord il faut savoir que je ne suis pas né politiquement avec une cuillère d'argent dans la bouche. À savoir que j'ai conquis tous les territoires. J'ai d'abord été élu en 1982, j'étais tout jeune, moi aussi, parce que la jeunesse c'est éphémère, mais nous l'avons tous été. Conseiller général, en 1983 j'ai été élu maire d'arrondissement, puis en 1993 j'ai été élu député. Donc j'ai labouré, innové, travaillé dur, et donc j'ai trouvé, si vous voulez, un quartier qui avait beaucoup de charme quand je suis arrivé, mais qui somnolait. Et donc je me suis beaucoup investi, à la fois en ma qualité de maire, de président de la communauté urbaine, aujourd'hui du président du conseil de territoire, et de député sur plusieurs claviers, bien sûr dans le débat législatif. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, en tant que député, j'ai permis à des sociétés de premier plan mondial sur Lumini de venir s'y installer et de venir prospérer dans le cadre du plan Campus qui avait été voulu du temps du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Je me suis beaucoup battu pour maintenir, comme l'avaient voulu les anciens édiles de cette ville, garder 3 pôles médicaux, nord bien sûr, centre avec Timon de Conception et Sainte-Marguerite qui devaient être fermés. Et grâce à mon entre-gens, grâce au combat que j'ai mené, aidé par le personnel et par mon défunt député, le professeur Roger Dussoni, nous avons maintenu Sainte-Marguerite aujourd'hui ouvert, qui aujourd'hui est un pôle d'excellence en matière de psychiatrie ou en matière de rééducation sur le plan psychomoteur. Je me suis également beaucoup battu pour créer le parc national des Calanques, qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de nos enfants pourront avoir un territoire absolument vierge pour des temps et des temps, puisque là, on a figé les choses, on a arrêté le temps en quelque sorte, et donc on a un poumon de 5500 hectares de verdure, de nature sauvage, de calcaire pur, de plages délicieuses, et également plusieurs centaines d'hectares de mer, puisque c'est le premier parc en France, à la fois terrestre et maritime, et le 3e parc mondial, après Cape Town, en Afrique du Sud, en Australie et Marseille. Donc voilà les grands items, mais bien sûr c'est aussi la création de la patinoire. Enfin, je pourrais ajouter Alors justement, des monsieur réalisations. excusez-moi, je vous coupe, monsieur Tessier. Si vous êtes reconduit, on va dire, dans votre mandat de député, parce que qu'est-ce que vous avez envie d'apporter de nouveau? Écoutez, sur le mandat purement de député, une trilogie, 3 items. Le premier, libérer le travail. On est dans un pays où c'est plus difficile de vouloir travailler que de ne vouloir rien faire. Vous avouez que c'est un comble. Vous allez dans un certain nombre de pays voisins et amis, européens ou pas d'ailleurs, et vous pouvez obtenir la création d'un commerce à l'espace de quasiment 48 heures. Notamment, c'est ce qui attire beaucoup de nos jeunes, par exemple en Angleterre. Donc il faut que nous libérions le travail et qu'on permette aux jeunes, un jeune Français sur 2 veut être entrepreneur. Et c'est une belle idée d'être entrepreneur. Moi, je suis pour les jeunes qui entreprennent. Et donc, et qui ont le courage de faire cela. Donc il faut que nous les y aidions. Et quand je dis ça, je le fais aujourd'hui par le touchement de financement que j'apporte à des sociétés qui aident les jeunes entrepreneurs à s'installer. Mais il faut aller au-delà. Il faut supprimer ces lois redondantes avec des lois européennes qui nous étouffent, qui nous paralysent. Deuxièmement, il faut remettre la famille au cœur de la société française. Et donc, il faut connaître des familles davantage que nous le faisons. Revenir sur cette loi stupide qui a comment pourrais-je dire, fait un quotient familial à plusieurs vitesses. C'est un vieil acquis
qui date de la fin de la dernière guerre mondiale, et donc il faut rétablir le coefficient familial pour tous, quels que soient les revenus. Et puis il faut aider aussi la famille avec des allocations familiales qui soient renforcées, avec une courbe, je dirais, qui soit à la fois montante et descendante. Au-delà des 4 enfants, on redescend, mais jusqu'à 4 enfants, il faut favoriser la famille, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas vouloir des femmes qui soient les égales des hommes, les faire aller à l'école, leur faire de belles études supérieures, et puis ensuite leur dire, vous comprenez, vous avez des enfants, et donc voilà, vous ne pouvez plus aller travailler parce qu'il faut garder les enfants. Donc il faut aussi, si vous voulez, donner aux mères les moyens de pouvoir travailler. Puis, troisièmement, je dirais, il faut protéger les Français par un certain nombre de mesures importantes, notamment en mesures sécuritaires. Car d'ailleurs, très curieusement, dans le programme de mes adversaires, je ne vois rien. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelque temps, on ne voit plus d'images de petits-enfants morts du côté de la Syrie. On ne voit pas les massacres des chrétiens d'Orient et d'autres minorités aux alentours de Mossoul. Bref, on n'entend plus le bruit des balles ni celui des canons. Il semblerait que tout va bien. Tristement, nous avons été réveillés à la réalité du terrorisme par cet attentat, une fois de plus, odieux, indigne, lamentable, contre lâche. les Coptes. Non, là je parle de Londres. De Londres, Je parle Manchester, de Londres, il y en a mais encore bien un autre sûr derrière. aussi celui derrière, celui du Car, avec ces Coptes qui ont été victimes innocentes massacrées d'une manière odieuse. Voilà. Donc ça nous ramène à la réalité, et moi je garde les pieds sur terre. Je dis que le terrorisme, tristement, est toujours là dans une guerre, car c'est une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre asymétrique que nous subissons, et que d'autres pays, un pays que je connais bien, et vous aussi bien sûr, qui s'appelle Israël, connaît depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus aujourd'hui, quand les enfants partent le matin, si le soir ils rentreront à la maison. Mais ça, c'est un quotidien que nos amis israéliens partagent, et que nous ne connaissions pas jusqu'à ces temps derniers ici, que nous connaissons tristement aujourd'hui. Alors Guy Tessier, moi j'ai envie de vous poser une autre question. Ça fait longtemps que vous faites de la politique. Moi j'aimerais savoir comment vous ressentez eh bien, le changement qu'il y a à l'heure actuelle de cet échiquier politique. On le voit bien, personne il y a 2 ans n'aurait donné Emmanuel Macron comme président. On voit qu'il y a une nouvelle forme de politique qui se met en place, mais c'est pas qu'en France. On voit que de partout l'échiquier, l'ordre mondial est en train de changer, etc. Est-ce que ça vous oblige dans votre parti, et peut-être même dans les autres partis aussi, des autres personnes, à se remettre en cause, à se dire, si ça s'est venu, c'est pas par hasard, c'est peut-être un ras-le-bol des Français, ou vous pensez que c'est finalement un effet de... Vous savez, quand on met du sucre glace sur un gâteau, et après, bof, ça part. Écoutez, je pense qu'il y a 2 choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a un effet de mode, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, on ne parlait, rappelez-vous, que de la société civile. Vous vous souvenez? C'était la société civile, donc il fallait prendre des artisans, des entrepreneurs, des paysans, des chirurgiens dentistes, enfin que sais-je encore. Ce qui était une mode qui a fait d'ailleurs pchit, car il s'est avéré que finalement, l'action publique, je préfère au mot la politique, parce que c'est plus généreux l'action publique. Dans l'action publique, il y a ce qu'on donne aux autres. Eh bien, une proximité aussi. Et là, non, mais ça revient au même. C'est aussi, il n'y a pas d'action publique s'il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de proximité s'il n'y a pas d'écoute. Donc, je pense que tout ça, c'est dans le cœur des gens, dans le fond, ça ne change rien. Et ce sont des effets de mode. Et aujourd'hui, je pense, vous avez cité les noms, et je pense que on a affaire à des aventuriers de la politique aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a 23 candidats, 16 candidats dans ma circonscription, ça veut dire quoi? Pour quel message? Et quand vous dites faire la politique autrement, moi je vois. Dans ce que j'ai vu aujourd'hui, depuis que le nouveau président de la République, président élu infiniment minoritaire, moins de 25% quand même des Français, qu'est-ce qui a changé? Il est énarque. À son cabinet, il a 6 énarques. Il a voulu une loi sur la probité, qui est quelque chose d'essentiel dans nos vies publiques, et qui me paraît d'ailleurs tout à fait normal. La loi est à peine présentée hier que le premier des socialistes qui l'a radié est perclus, je dirais, d'affaires emmerdatoires pour lui, ayant mélangé sa fonction de député et celle de directeur général d'une mutuelle, ayant fait acheter des locaux par sa concubine dont on s'aperçoit qu'elle est sa femme, puisqu'ils sont pacsés. Enfin bref, il n'y a aucun changement. Il est où le changement? Il est où? Il est dans quoi? Est-ce que je ne vois pas
Aujourd'hui, le président de la République est remonté dans le... Bon, c'est pas fait pour me déplaire, au demeurant. Il a remonté les Élysées dans un command-car, vous savez comme qui? Plus personne n'avait fait depuis le général de Gaulle. C'est ça la nouveauté? Bon, c'est très bien, il a voulu montrer qu'il était le chef des armées. Mais c'est ça la nouveauté. Qu'est-ce qu'il a fait de neuf? Il a tiré la main à M. Trump, normal. Il est allé voir, comme tous ses prédécesseurs, Angela Merkel. Il a reçu Poutine, avec lequel il n'a strictement rien réglé. Rien de rien, parce que ce qu'attend Poutine, c'était pas d'avoir une poignée de main franche, comme cela a été dit. Ce qu'il attendait, c'est que la France lève l'embargo, où nous nous sommes ridiculisés avec l'histoire du bateau de guerre qu'on leur avait vendu et qu'on a récupéré après qu'ils aient occupé l'Ukraine. Bon, où on a renié la parole de l'État, en quelque sorte. Bon, finalement, pour le vendre à l'Égypte, enfin bon. Tout ça est nul. Enfin, moi, je ne vois rien de saillant. Pourtant, moi, je me souviens quand même le soir de son élection présidentielle, bon, il y avait tous les plateaux télé, etc., avec des candidats, des politiques au niveau national de gauche comme de droite, hein, d'ailleurs, qui étaient un peu sous le choc et qui disaient peut-être devons-nous nous aussi nous remettre en cause. Ils le disaient clairement. Mais ils étaient sous le choc de notre propre échec. Parce que le fait que nous soyons, vous, vos auditeurs, vous, nous tous, les Français, sous le choc, c'est parce que on est désorienté par un schéma que nous ne connaissons pas. Et comme tout changement dérange, c'est vrai qu'on était un peu tous sonnés. Et c'est vrai qu'on est habitué, vraiment depuis que je suis né, et vous pareil, le schéma était simple, il y avait la gauche, la droite, puis après il y avait les extrêmes. Hein, il y avait la droite républicaine, la gauche socialiste, et puis après de côté les extrêmes. Voilà. Et là, d'un coup, il y a changement de tableau. Et donc, on ne comprend plus bien. Parce que, dites-moi, ce monsieur-là, ce président de la République, alors, c'est un vrai socialiste et un faux libéral, ou il était un vrai libéral et un faux socialiste quand il parlait à l'oreille du président de la République? Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est que vous, face à ça, comment vous comptez passer le cap? Parce que on peut se retrouver, s'il n'y a pas une prise en compte, de ne plus avoir d'opposition dans le pays à part les extrêmes. Mais c'est ce que voudrait Macron. C'est exactement... Je vous demande, vous, comment... C'est exactement ce que je veux, c'est qu'il y ait une opposition républicaine qui ne soit pas une opposition, mais c'est ce qu'il voudrait. Un grand rassemblement autour de lui, d'abord pour qu'il y ait une espèce de majorité qui ne marche au pas. Or, dans la démocratie, ce qui crée la démocratie, c'est l'opposition. Une opposition, aussi dure puisse-t-elle être, elle n'a jamais empêché une majorité de s'exprimer, parce qu'elle est minoritaire. Bon, elle est dans l'opposition. Et troisièmement, c'est faire la part belle au Front National. Parlons clair. Voilà, c'est le Front National qui est dans l'opposition. Ils enlèvent d'ailleurs le Front National. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut une opposition républicaine, qui soit une opposition qui se batte sur ses propres valeurs, comme je le fais, sans faiblir, et qui essaie le plus possible, à défaut d'avoir une majorité, d'avoir une opposition suffisamment forte pour pouvoir infléchir ce nouveau gouvernement sur des règles fondamentales pour sortir le pays de l'ornière dans lequel il se trouve. Voilà. C'est aussi, par exemple, avoir une réduction, une baisse des impôts importante. Vous savez bien qu'avec l'augmentation de la CSG, ce sont à la fois les classes moyennes et les retraités qui vont morfler. Ils ont 400 € de moins par an, alors que nous, dans notre programme, on demande 300 € de plus par an. Donc ça fait un différentiel de 700 €, ce qui est important pour des gens qui ont des petites retraites. Alors Guy Tessier, juste avant de se quitter, une dernière question sur la communauté. Eh bien, en avril 2017, Madame Sarah Halimi, française de confession juive, a été violemment tuée, agressée dans son appartement par un de ses voisins, puis défenestrée sous les cris d'Allah Akbar. Il y a quelques jours, un collectif de 17 intellectuels, dont Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, demandent que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui restait très étouffée, on va dire, ou mise pratiquement sous silence pendant l'élection présidentielle qui est en plein milieu. À côté de ça, on voit quand même que les avocats de Madame Halimi demandent à ce que soit déclaré que ce soit un acte antisémite. Ça nous projette sur la question de la montée de l'antisémitisme en France. Je voulais savoir votre sentiment sur tout ça. Bah écoutez, c'est un sentiment d'horreur. D'horreur, parce que je ne connais pas l'âge de cette dame, mais... une soixantaine d'années. Bon, ben voilà. C'est l'horreur, c'est la lâcheté, c'est abject. Et si en plus cette défenestration, ce crime a été perpétré avec une connotation antisémite, elle est odieuse, c'est odieux. Et nous devons, les uns et les autres, ensemble, lutter contre ce sentiment. Et c'est ça aussi, protéger les Français. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est pas le laïcisme. La laïcité, c'est pas une religion. C'est accepter la religion des autres et la respecter. Et donc moi, dans mon quotidien, c'est ce à quoi je m'engage.
voyez, j'ai des équipes de dames aujourd'hui qui font du tractage. Ben, on trouve tout, toutes les religions. Et vous n'imaginez pas le bonheur que c'est pour moi de voir cette France unie, de voir ces gens qui partagent leurs valeurs, qui, qui, qui discutent, comment pourrais-je dire, qui se grandissent les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qu'il nous faut faire. Il faut nous rassembler, il faut nous unir, il faut nous respecter. Et il faut surtout condamner avec vigueur. Et c'est pour ça que dans le programme Je soutiens et que je défends, il faut que nous renforcions encore nos services de renseignement. Il faut que nous luttions contre cette hydre qui s'est infiltrée dans notre société française et qui est odieux et qu'il faut éradiquer. Voilà. Et il n'y a pas. C'est pour ça que je suis pour le rétablissement des peines planchées, que je considère que les gens qui vont retourner des territoires où ils font soi-disant le djihad soient condamnés, mais que la procédure soit une procédure en cour d'assises et non pas devant des tribunaux correctionnels. Voilà, parce que la peine n'est pas la même dans ce cas-là. Guy Tessier, vous allez avoir le mot de la fin, votre devise, c'est quoi? Faire face. Merci infiniment, au revoir.